Et bonjour vous autres! Oui, je vais vous montrer mon petit uniforme du jour. Je reviens, on est le samedi, excusez-moi, 20 juin. Et je reviens du travail. En fait, je reviens, ça fait un petit moment que je suis revenue du travail. Je suis rentrée ce matin. Toujours, si vous avez suivi mon dernier vlog, toujours grippée, mais il fallait vraiment que je travaille. Donc, faites-vous-en pas, j'ai protégé mes collègues, j'ai mis un masque, j'avais du purel et tout, mais il fallait vraiment que j'y aille. Ça a été assez joyeux et un peu chaotique parce que c'était le lancement du club de lecture d'été de notre bibliothèque, qui était un club de lecture national au Québec, c'est Biblioclub. Et ben, il y avait beaucoup de jeunes, ce qui est positif, mais disons que ça, pour mon niveau d'énergie, c'était un peu intense. Alors, ben voilà, me voici. Me voici. Donc, me voici de retour à la maison pour essayer de casser ça, cette grippe-là, qui ne veut pas vraiment trop me lâcher. J'ai pas de lecture en cours encore. J'ai essayé de me trouver une lecture audio avant de m'en revenir à la maison, mais je n'ai pas trouvé, donc j'ai fini par écouter de la musique. Mais bon, dès que j'en trouverai une, je vais vous jaser de tout ça, bien évidemment, vous me connaissez. Et puis, ben, sinon, a priori, j'ai pas de plan. Ce que j'avais comme plan, on les a annulés parce que les deux, on est malades, donc c'est pas très... sinon, c'est pas très respectueux pour les gens avec qui on aurait été, donc soit en souper ce soir, ou on était censé recevoir des gens à la maison. Demain, on est encore très malade, puis en plus, il y a des orages. Fait que c'était censé être une fête de semaine hyper remplie, puis là, ben finalement, c'est une fête de semaine qui va être assez en mode repos forcé. Et tant mieux, en espérant que je vais être juste plus en forme la semaine prochaine. C'est tout. C'est pas très excitant hein, comme nouvelle de début de vlog, mais je vais vous montrer mes lectures éventuellement. Puis de toute façon, dans le dernier vlog, j'avais repris finalement mon carnet de lecture analogique. Puis il faudrait que j'avance en fait de nouveau. J'avais fait un petit bout quand même, ça me décourageait un peu parce que j'étais un peu en retard, mais finalement là j'avais avancé pas mal, donc je vais continuer ça un petit peu. Puis ça c'est puis j'ai aussi acheté des marqueurs de couleur pour peut-être me retaper un autre petit coloriage. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait. Puis je pense que j'aurais vraiment envie de faire un mini puzzle. Mais j'en ai, mais ils sont pas estivaux. Je sais que je peux les faire. Ils sont très saisonniers, ceux qui me restent. Puis je sais que je peux comme les faire, même si c'est pas la saison, mais on dirait que j'ai un petit toc là, ça me tente vraiment de faire quelque chose qui a rapport avec la saison. Mais je vais voir, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait longtemps non plus que je vous en ai pas montré. Puis je sais que, il y en a qui aiment bien ça quand je fais des petits puzzles en mode accéléré puis que je le montre. Donc, bon, a priori, à cette heure-ci, c'est ça que je vous dis que peut-être je vais faire dans les prochains jours. Mais on sait jamais, avec moi, tout peut changer, n'est-ce pas? Alors voilà, ben écoutez, sans autre blabla, allez, on se lance ça, ce vlog-là. Bonjour vous autres. Alors, on est le dimanche 21 juin et on se reprend en cette première journée de l'été, mais aussi en cette journée nationale des peuples autochtones au Québec. Au Québec ou au Canada, mais bref, ici. Je décide d'en profiter pour que ça m'aide à choisir ma prochaine lecture. J'étais un peu bloquée ce matin. Puis je me disais, bon, ben, vers où je peux aller? Je peux aller dans trop de directions, je savais pas trop me diriger. J'avais des lectures qui étaient écrites par des auteurs et autrices issus des Premières Nations à la maison. Mais on dirait que sur le coup, même si j'aurais pu lire ceux-là, j'étais pas trop... Je sais pas. Au niveau du mood reading, l'intrigue qui était proposée, c'était pas ça que j'avais nécessairement envie de lire. Et je suis tombée par hasard sur une annonce de la plateforme audio de Radio-Canada, qui est leur plateforme en fait en ligne là, et qui propose plein de choses, des émissions de radio en rediffusion, du contenu, des podcasts, mais aussi des livres audio. Et ils mettaient de l'avant le livre audio d'Isabelle Picard, qui est une autrice, il me semble, qui est une autrice qui vient de la communauté Wendat, proche de Québec, si je ne me trompe pas. Mais qui est une autrice, mais qui est aussi une, si je me souviens bien, ethnologue, si je dis pas n'importe quoi.
et qui propose un roman qui est écrit, il me semble, il y a 1 an ou 2, qui s'appelle Des glaçons comme du verre. C'est publié chez Flammarion Québec. Puis il y avait une version audio qui était disponible sur Audio, la plateforme. Et c'était lu par, il me semble que c'est Marie-Claude Bastien, quelque chose comme ça. Une comédienne que j'aime beaucoup, même si j'oublie toujours son prénom. Et que là, je me disais, ah, c'est bon, c'est correct. Finalement, je me suis lancée dans la version audio, un peu à l'aveugle. Puis, même si la comédienne, je l'aime beaucoup, on dirait que j'aimais moins qu'est-ce qu'elle faisait du texte. Donc, finalement, j'ai décidé de me lancer dans la lecture en livre numérique. Puis, au pire des moments, je suis en lecture d'accompagnement quand je suis en déplacement, mais le restant du temps, je le lis moi-même avec mes propres yeux. Et qu'est-ce qui se passe dans Des glaçons comme du verre? C'est l'histoire. L'autrice, en fait, nous dit que volontairement, elle a fait un roman qui propose de mettre de l'avant l'histoire de sa propre famille, même si c'est un roman, un ouvrage de fiction. Elle a changé les noms et tout ça, mais ça reste que c'est l'histoire de sa propre famille, en gros, qui est une famille qui était une famille métissée, donc avec un papa, il me semble qu'ils disent, dans le roman, ils disent Huron. Je sais qu'à l'époque, à Wendake, ils disaient que c'était Huron-Wendat, mais je pense que maintenant, ils revendiquent le Wendat seulement. Mais bref, à l'époque, c'était Huron. Et une maman blanche qui vient de Beauce. Et voilà, donc ça va être l'histoire dans le roman de Belle et Henri, qui sont d'autres noms, mais que Isabelle Picard nous dit que c'est quand même en lien avec ses propres parents, qui vont évoluer et vivre sur la réserve et qui vont avoir 10 enfants. Et ça va être l'histoire, malheureusement, au moment où ça va se passer aussi, de l'espèce de grand pic où il va se passer les choses qui se sont passées au Canada jusqu'à, malheureusement, la fin des années 2000, presque. Non, la fin des années 90, excusez-moi, mais quand même. C'est-à-dire l'enlèvement des enfants autochtones à leur famille par les autorités ou par le clergé pour les amener dans des meilleurs endroits, des meilleures conditions de vie, comme ça, en déterminant que par défaut, comme ils étaient issus des Premières Nations et vivaient au cœur d'une réserve de Premières Nations que le gouvernement et la société avaient même lui-même imposé aux Premières Nations en dénaturant leur mode de vie, allô l'hypocrisie, que c'était pas des milieux qui étaient favorables. Bon, évidemment, c'était à l'époque aussi des milieux où il y avait quand même, comme encore maintenant, beaucoup de réalités de pauvreté dans beaucoup de réserves de réserves habitées par des Premières Nations. Mais c'était comme un problème un peu. C'était une espèce de problème de cause à effet, dans le sens que on avait un peu retiré la capacité, puis pas juste un peu, à ces communautés-là de s'auto-déterminer, puis de faire les actions, puis les tâches qu'ils faisaient depuis des centaines d'années, depuis des milliers d'années. Depuis qu'ils sont au Canada, avant nous-mêmes, hein, avant que ça s'appelle le Canada. Et bien évidemment, éventuellement, ça a amené beaucoup, beaucoup de problèmes collatéraux. En plus, les réserves absolument sont limitées dans l'espace géographique. Et dans beaucoup de réserves, les ressources sont très limitées aussi. On va fournir, par exemple, une maison, mais souvent, il y a des problèmes d'état de la maison et tout ça. Puis, globalement, à l'époque, la société assimilait le résultat de toutes les décisions du passé qui avaient mené les Premières Nations où est-ce qu'elles étaient maintenant à le milieu n'est pas bon parce que ce sont des Premières Nations qui élèvent leurs propres enfants. Vous voyez le raccourci affreux. Donc, dans cette époque-là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'enfants qui se retrouvaient retirés de leur famille sans crier gare, en collaboration avec potentiellement ce qu'ils appelaient les agents, des agents sur le terrain du ministère des Affaires indiennes, parce que oui, ça s'appelait comme ça. Bref, alors, on va suivre Belle et Henri et leurs 10 enfants. Et malheureusement, la vie qui n'est pas nécessairement évidente pour cette famille-là parce que la maman va quitter un peu trop tôt. Et rapidement, on va se poser la question, en fait, le curé du village et pas du village, mais de la réserve, ainsi que le fameux agent du ministère des Affaires indiennes, ben, vont reluquer cette famille et se dire, mais pourquoi pas la démembrer et la défaire en mille morceaux, n'est-ce pas, pour supposément le bien des enfants. Donc, ça va être un peu cette histoire-là. On a un moment qui se passe maintenant, mais dans la plupart du temps, en tout cas, où je suis rendue là, ça se passe vraiment dans les années 50. On est rendu presque au début des années 60. On va vraiment suivre, en fait, le quotidien de cette famille-là. Puis, on va être témoin, membre de la famille, pas membre de la famille, de son démantèlement forcé. C'est pas évident à lire, mais je trouvais que c'était
une lecture nécessaire pour la personne non autochtone que je suis, donc qui vit dans un pays qui ne lui appartient pas a priori, donc d'essayer de bien comprendre tout qu'est-ce que cette période historique-là a impliqué pour les gens des Premières Nations qui ont subi ça. Voilà. Donc, j'en suis à peu près à 40% du livre. J'aime bien l'écriture d'Isabelle Picard, c'est une écriture quand même assez utilitaire, dans le sens où c'est bien écrit, mais c'est pas nécessairement une écriture qui a un style tant particulier. Mais on a beaucoup accès à l'intériorité des personnages, on a beaucoup accès à... ça met beaucoup, en fait, ça fait beaucoup ressortir justement l'hypocrisie de la société des personnes blanches, donc non autochtones, de l'époque, puis même encore de nos jours. L'espèce d'engrenage qui automatiquement se referme sur les familles sans crier gaz, sans nécessairement... Dans certains cas, peut-être qu'il y a déjà eu des raisons, comme ça arrive ici dans la société en général, des familles où il y a vraiment des difficultés, mais je parle en général, comme dans ce cas-ci, on ne parle pas d'enfants qui sont maltraités. On parle d'une famille pauvre, mais comme beaucoup d'autres familles pauvres, parce que le père propose le seul revenu, puis qu'il n'y a pas un revenu très élevé, parce que comme c'est quelqu'un qui est issu des Premières Nations, il n'y a pas tant de choix de carrière dans son propre territoire. Mais c'est ça, c'est assez révoltant, je dirais. À date, je suis bien contente d'avoir abordé cette lecture-là. C'est pas léger, évidemment, comme je vous disais, mais je pense que c'est nécessaire. Donc, je me suis dit pourquoi pas en ce 21 juin. Je ne l'aurais pas terminé aujourd'hui, mais je voulais juste souligner cette journée-là, puis en même temps me dire, ben écoute, c'est peut-être le début de l'été, mais c'est surtout la Journée nationale des peuples autochtones. Puis les peuples autochtones ont vécu ça et ont ça dans leur histoire de peuple, en fait, qui a été transmis de génération en génération. Ces brisures-là, ces crimes-là, ces abus de confiance qui ont été faits envers leur communauté, leurs membres, le membre de leur communauté, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et également le poids de tout ce qui est préjugés et racisme systémique qui est encore, malheureusement, encore d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, c'est le moment de m'ouvrir les horizons à tout ça. Mais je vais vous en parler quand je vais l'avoir terminé. Il me semble que c'est ça, il est paru il y a 2 ans. Puis si vous voulez l'essayer, la version audio sur audio est pas mauvaise, c'est juste que on dirait que la voix de la narratrice m'a freinée. Puis là, je me disais, j'ai pas envie de pas aimer ce livre-là parce que la voix de la narratrice me dérange, parce que je trouve ça trop important de au moins le lire. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la version numérique, mais a priori, c'est sans doute une super bonne version qui est proposée par audio. Donc, voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous quitte pour la suite de ma journée. En plus qu'aujourd'hui, j'ai peut-être moins de symptômes, mais j'ai mal à la tête. Donc, j'ai un petit peu mollo pour la suite des choses, mais on se reprend très bientôt. Hey, coucou vous autres! Alors, on est le mardi 23 juin et je vois que on va avoir la traditionnelle incursion de mon chat potentiellement dans les prochaines secondes. Parce que je suis à l'endroit où elle refuse d'être abandonnée à son propre sort, n'est-ce pas? On voit ici une petite oreille, et voilà, figuration. Donc, me voici, 23 juin, j'ai travaillé aujourd'hui. C'était quand même un retour au travail un peu laborieux parce que, c'est ça, je pensais que j'allais mieux, mais finalement, je vais mieux, mais c'est pas encore ça. Puis j'ai encore des symptômes de mon aventure grippale, malheureusement, de la semaine dernière. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais c'est pas encore tout à fait ça, ce qui explique le fait que, je suis encore un peu fuzzy, puis que ça se peut que mes idées soient un peu décousues, mais bon, c'est... Alors, je vous reviens aujourd'hui parce que j'ai terminé, tout juste, la lecture absolument remuante, en fait, du fameux livre d'Isabelle Picard que j'ai entamé le 21 juin, donc, oui, au solstice d'été, mais surtout parce que j'avais envie de souligner à ma façon la Journée nationale des peuples autochtones, qui après vérification est une journée fédérale, donc une journée nationale fédérale, donc canadienne et pas juste québécoise. Et voilà, je l'ai terminé et c'est le livre Des glaçons comme du verre d'Isabelle Picard chez Flammarion Québec. C'était super émouvant, super choquant, enrageant. Je me suis sentie comme québécoise mais canadienne absolument honteuse de faire partie d'une nation qui a fait ça au premier peuple. C'est vraiment le parcours d'une famille, donc la famille Picard, comme je vous l'expliquais au début, qui va passer dans le collimateur du
gouvernement, donc du ministre des Affaires indiennes à l'époque, et des plans d'intégration forcée. Par après, ça a fini par être presque nommé comme des génocides parce qu'il y a eu l'affaire des personnes autochtones et des enfants, malheureusement, qui sont morts dans les personnes autochtones, puis qu'on n'a jamais... il y a des parents qui n'ont jamais su finalement que leurs enfants étaient morts là, puis il n'y a pas eu de sépulture. Bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées terribles jusqu'à un temps assez près quand même de nous. Donc, comme je vous disais, là, c'est pas au 21e siècle, non, mais c'est proche quand même. C'est à la fin du 20e siècle que ça s'est terminé. Puis, dans le fond, le but du gouvernement, c'est vraiment de démanteler les familles issues des Premières Nations et de les intégrer de force à la culture dominante, qui n'était pas celle des Premières Nations, même si c'était le peuple fondateur. Donc, bon. Alors, on suit la famille Picard. Puis, c'est l'histoire d'un déchirement, c'est l'histoire d'un démantèlement, c'est l'histoire d'un traumatisme intergénérationnel, d'un traumatisme qui marque une communauté à jamais. On parle ici de la communauté Huron-Wendat, mais ça, je pense vraiment que ça fait référence à... Bon, c'est proche de Québec, donc ça fait référence à Wendake, là, mais on parle ici vraiment d'une communauté qui, dans toutes les réserves, en tout cas, si ça fait référence à Wendake, là, j'ai supposé ça, dans le fond, je n'ai pas porté attention, à part le fait qu'on parlait ici du peuple Huron-Wendat, puis que je sais que maintenant, il est mieux qu'on fasse référence à eux comme étant la nation Wendat et non pas Huron-Wendat, donc j'essaie de prendre les bons termes, mais peu importe, je sais que c'était quand même, si on fait référence à la réserve à la communauté de Wendake, c'est quand même une communauté autochtone qui, sans avoir eu des ressources parfaites, ont eu plus de ressources ou se sont auto-organisés de façon avec des retombées beaucoup plus positives qu'au sein de d'autres communautés qui n'ont pas nécessairement eu autant de ressources ou qui n'ont peut-être eu pas nécessairement les bonnes personnes au bon moment à l'intérieur de la communauté ou trop d'intervenants extérieurs qui ont écrasé justement les leaders naturels dans la communauté, ce qui fait que les communautés n'ont pas été capables de structurer. Mais bref, malgré le fait qu'on parle ici d'une communauté qui n'était potentiellement pas autant en détresse que d'autres, ça se passait dans toutes les communautés sans égard au contexte. Et l'argument majeur, c'était l'intégration forcée, la négation de la compétence parentale systématique, donc le racisme systémique, en lien avec le fait que c'était des gens qui étaient des Premières Nations. Aucun argument, il n'y a aucune validité là-dedans. Et enfin, on utilisait le bien-être des enfants comme argument. Donc, on va vraiment voir la famille Picard se déliter au fur et à mesure, d'enfant en enfant. Après, juste avant le décès de la maman qui tenait un peu les choses ensemble, on va prendre l'excuse que le père allait rester avec une famille nombreuse pour le forcer à plier. On voit un père qui est déchiré, un père qui ne sait pas trop vraiment comment gérer ça. Il sait qu'il aime ses enfants en même temps. Il se retrouve blessé rapidement. Il ne sait pas comment gérer cette blessure-là. Il ne sait pas comment gérer la situation, les émotions qu'il a. C'est plus grand que lui. C'est un sentiment d'injustice plus grand que tout. Sa réaction à lui, ça va être par moments d'essayer de se débattre, par d'autres moments de fuir ou de se refermer sur lui-même. Et au cœur de tout ça, va émaner en fait un pilier familial qui finalement ne sera pas nécessairement le père, malgré le fait que cette jeune fille-là va également faire partie de ce traumatisme familial-là, malheureusement avoir vécu aussi ça. Et on parle de Liliane, qui est la fille aînée finalement de cette famille-là, qui au décès de sa mère avait 13 ans et a comme pris la famille comme, ben, à l'époque, ça pouvait se faire, mais on était quand même dans les années 50-60, donc ça se faisait un petit peu moins, mais a pris le rôle de la mère et éventuellement de la matriarche, en l'absence d'un patriarche, dans le sens où il était là, mais il savait pas trop, il souffrait, il savait pas trop comment gérer tout ça, il faisait de son mieux de son côté, ce qu'il pensait être le mieux, puis finalement, à chaque fois qu'il pensait qu'il arrivait à faire des pas, le ministère des Affaires indiennes arrivait puis il enlevait des enfants. Fait que c'est sûr que c'était un homme vraiment torturé. Et tout le poids de la famille va reposer sur les épaules de Liliane. Puis on va voir comment elle va essayer, elle va jamais lâcher finalement sa détermination, malgré toutes les choses qui vont se passer, malgré tous les vols d'enfants. Les enfants vont être pris, vont être envoyés en orphelinat alors qu'ils ont des parents, vont être
forcés d'aller dans des camps d'été alors que c'était des moments où pour qu'il fallait qu'ils soient intégrés de force, qu'on leur fasse oublier leur culture d'origine. Qui ont dans beaucoup d'endroits, je ne sais pas si pour les camps d'été, mais dans les orphelinats et les pensionnats, il y avait des mauvais traitements qui étaient donnés, maltraitance, abus sexuels, etc., dans énormément de cas. Donc ça a été vécu dans la famille. Liane, c'est celle qui est restée le plus longtemps dans la famille parce que c'est elle qui tenait à bout de bras la famille. Elle s'est accrochée le plus possible à ses 2 plus jeunes sœurs jusqu'à ce qu'éventuellement ça soit plus possible. Donc, on va, après ce grand traumatisme-là, on va voir la quête de vérité et ensuite les démarches de reconstruction. Donc, c'est vraiment l'espèce de schéma un peu global des horreurs qui ont été faites et ensuite le principe de vérité et réconciliation qui est quelque chose qui est en mouvement depuis un certain nombre d'années au Canada, qui a été mis en place par le gouvernement fédéral. Bon, est-ce que ça va jamais pouvoir faire une différence pour les personnes qui ont été impliquées là-dedans? Je ne le sais pas, mais au moins, dans certains cas, en tout cas, les démarches ont été, semble-t-il, faites relativement correctement. C'est dur de permettre à une communauté qui, sur plus d'un siècle, a vécu un génocide culturel, de se reconstruire comme ça du jour au lendemain en disant « OK, on admet nos torts, voici comment on voudrait se réconcilier maintenant », ben c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une structure qui était parente, donc c'est vraiment le principe de « on va voir qu'est-ce qui se passe ». C'est bien entendu un exemple qui est donné, excusez, c'est bien entendu un exemple qui est donné d'une situation d'une famille. On le prend comme exemple type. Isabelle Picard est quand même gentille avec les lecteurs allochtones comme moi, parce qu'elle va nous partager la douleur du déchirement, la douleur du sentiment d'impuissance, la douleur de l'injustice vécue, de l'altération permanente d'une identité qui finit par s'éteindre. Mais elle va nous épargner le détail de ce qui a en plus été vécu en dehors de la famille en tant que telle, donc par les enfants qui vont avoir été placés dans des familles d'accueil, pas toujours bien nécessairement des bonnes familles d'accueil, souvent ça va être des familles d'accueil allochtones c'était volontairement des familles allochtones pour qu'ils oublient leur culture autochtone. Encore là, il peut y avoir eu des abus et tout. Donc, elle ne va pas nous détailler ça. On le comprend entre les lignes que c'est là. On le comprend par le silence des enfants qui reviennent que trop rarement vers leur famille originale. Le silence sur qu'est-ce qui se passe. Donc, on comprend qu'il se passe des choses parce qu'ils n'en parlent pas. Donc, c'est terrible. C'est quasiment pire parce qu'on ne le dit pas, mais bon, on le sait que c'est là. Mais elle a aussi, comme je vous dis, cette détermination-là, on dirait, de à la fois nous faire connaître ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas été directement impliqués, mais je me considère comme impliquée parce que je suis canadienne, donc je faisais partie de ce pays-là quand ça s'est fait. Donc, et veut qu'on comprenne quel impact ça peut avoir en prenant cette famille-là comme point d'ancrage, en nous brossant quand même plus largement le portrait en disant « regardez jusqu'où ça va ». Et on comprend à quel point c'est systémique parce qu'on parle ici du ministère des Affaires indiennes, on parle de travailleuses sociales qui sont envoyées pour aider les enfants, mais qui, au bout du compte, font partie de cette espèce de combine-là. On parle même du clergé, qui font partie également de cette combine-là, dans la catholicisation des personnes issues des Premières Nations. Tout ça, c'est vraiment systémique. Donc, c'est terrible. On voit ces enfants-là rentrer dans cet engrenage-là, alors que c'était pas des enfants qui souffraient de maltraitance. Oui, c'est une famille pauvre, mais c'était pas une famille qui était maltraitée. Donc, ça fait mal au cœur. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme je vous disais, je m'égare un peu, mais parce que je viens juste de le finir, fait que c'est encore frais en moi. Donc, vous allez voir ma réflexion évoluer au fur et à mesure. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette partie-là qui nous rentre dedans, comme un coup de poing au cœur, puis il faut. Parce que c'est nécessaire qu'on comprenne ces choses-là, qu'on voit ce que ça peut donner. Oui, c'est de la fiction, mais en même temps, on a tellement entendu parler de ce qui pouvait se passer, puis elle, c'est sa famille à elle. Donc, ça demande de la fiction, mais à mon avis, elle a quand même fait un gros travail de recherche, elle en parle en post-pass. Puis, ben, c'est complètement plausible parce que c'est ça qui s'est passé dans plein de familles. Le sort de sa famille, à elle,
si ça s'est passé réellement, globalement, comme c'est raconté, ben c'est quand même ce qu'elle nous offre, c'est aussi un exemple de résilience, de détermination et d'espoir d'une reconstruction. Donc, elle aurait pu juste faire le récit de sa famille, l'espèce ben, pas l'espèce, mais l'espèce le déchirement, la délitation du lien familial. Et ne pas revenir sur finalement qu'est-ce qui s'est passé après. C'est quoi le point de bascule? C'est quand finalement il va se passer un souhait assez fort au cœur des enfants de savoir qu'est-ce qui se passe, au cœur de Liliane particulièrement, qu'est-ce qui s'est passé, où sont tous mes frères et sœurs, comment ça se fait que ça nous est tombé dessus comme un rouleau compresseur. Donc, ce moment-là, ce point de bascule-là, elle nous l'offre aussi, puis elle nous offre aussi le après. J'ai trouvé ça super intéressant. Ça va jusque dans les années 2000. Ça aborde aussi d'autres sujets à l'époque qui étaient quand même là, entre autres les filles mères, donc ce qu'on appelle les filles mères, les jeunes femmes qui tombent enceintes en dehors des liens du mariage, à quel point la réaction de la société à ce moment-là, même si on parlait des années 60, 70, c'était pas plus évolué qu'on aurait pu, pas autant évolué que ça aurait dû être. Puis là, encore plus, ça mettait de l'avant une personne qui était issue des Premières Nations, qui avait été pote. Donc, tu sais, ça aborde aussi d'autres sujets de société par la bande, parce que ces personnes-là, en plus de vivre tout ce traumatisme-là, ont aussi été des humains à qui ces choses-là pouvaient arriver, puis que c'est pas parce que ça arrivait que c'était nécessairement négatif, mais malheureusement, la société le percevait comme quelque chose de négatif. C'est tellement excellent. Je sais pas si j'ai adoré ça. C'est un livre déchirant. C'est une lecture qui nous laisse tout à l'envers. J'ai pas été vraiment capable de commencer un autre livre juste après parce que j'étais comme non, faut que je laisse digérer ça, faut que je laisse pas digérer ça, faut que je laisse mijoter ça. C'est ça aussi le but du livre. Puis oui, c'est sûr que c'est potentiellement un roman à message, mais c'est pas un roman à message qui nous laisse pas réfléchir. C'est un roman à message qui nous raconte quelque chose, qui nous permet d'entrer dans l'intimité d'une famille, qui nous permet de vivre avec eux en partie et très en partie certains moments qui ont été difficiles et d'imaginer tout le reste qui est encore pire et tout ça, mais qui nous permet aussi, comme je vous dis, de croire en la reconstruction, en la réconciliation et de voir à quel point la vérité peut faire une grosse différence dans la suite des choses. Donc, oui, c'est un roman, un message, mais c'est surtout l'histoire d'une famille. C'est surtout en partie l'histoire de la famille. En tout cas, comme je vous dis, c'est inspiré de l'histoire de la famille de l'autrice. J'ai trouvé ça tellement comme généreux de sa part. Je vous dis, je me suis sentie privilégiée de pouvoir avoir accès à ça. Je me suis sentie, comme je vous dis, privilégiée d'avoir accès à ça parce que j'étais une allochtone. J'ai fait partie d'une nation qui a été le problème. Donc, je me suis dit, c'est quand même tellement ouvert d'esprit de nous permettre de voir ça. Puis en plus, oui, c'est sûr que là-dedans, la plupart des allochtones n'ont pas nécessairement des rôles positifs parce que ceux qui faisaient partie du système faisaient partie du système. Le système était le problème. C'est pas une perception, c'était un fait, c'est des faits. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a quand même quelques personnes qui ont été semées ça et là, qui sont des allochtones et qui ont finalement fait partie de la différence parce que, bien évidemment, que l'ensemble des allochtones n'étaient pas des personnes nécessairement mauvaises, mais le système était tellement comme un rouleau compresseur, mais que les personnes issues des Premières Nations n'avaient aucune chance, même s'ils rencontraient des bonnes personnes à travers, dans le fond, sur leur chemin. D'ailleurs, c'est le cas de Henri, qui va rencontrer éventuellement, qui va avoir rencontré un médecin à qui il croit, en qui il fait confiance, puis un médecin qui lui fait confiance aussi. Mais même s'il lui fait confiance, ça ne sera jamais suffisant pour arrêter ce rouleau compresseur-là. Donc, je sais pas. C'est tellement... ça m'a mis tout à l'envers. Mais bon, comme je vous dis, j'ai fini par l'écouter en voie d'accompagnement, puis c'est vraiment désolant parce que je sais qu'il y a la version qui est faite par une comédienne sur audio, mais juste sa voix, ça n'a pas fité, puis je voulais tellement pas comme justement que ça entache pour moi ma perception de ce roman-là, que j'ai finalement lu en livre numérique, puis des bouts en livre numérique, mais la plupart du temps en voie d'accompagnement parce que j'étais en déplacement puis que je faisais d'autres choses. Mais imaginez, même en voie d'accompagnement, c'est allé me chercher. Donc, c'est paru finalement en 2024. Donc, en effet, ça fait 2 ans.
On est encore dans le mois de l'histoire autochtone, mois de juin. En juin, je lis autochtone. On est le 23, ça fait 300 pages. Vous avez encore le temps de le lire. Bon, quand vous allez voir le vlog, on va être rendu déjà au 29, mais c'est pas grave. Si jamais vous lisez puis ça déborde un peu, ça compte quand même, n'est-ce pas? Donc, je vous invite chaleureusement à lire ce livre-là, si ce n'est pas déjà fait, parce que ça a quand même connu un bon succès. Il y a eu un bon engouement pour ce titre-là quand c'est paru. Mais juste, allez-y. Isabelle Picard, en plus, c'est un personnage public quand même aussi, qui est quand même assez connu. Je trouve super intéressante à entendre en entrevue, que j'aime beaucoup sa façon d'articuler sa pensée. J'aime beaucoup la nuance qu'elle apporte à l'argumentaire. Et c'est pas une nuance qui banalise, mais c'est pas non plus une nuance qui rentre dans tout avec, comme je vous disais, justement un rouleau compresseur. On dirait qu'elle est comme en mode, je vais, à un moment donné, les reproches, ça va peut-être pas faire autant d'effet finalement que si je les fais juste les plonger dans ce que c'était pour qu'ils tirent eux-mêmes leurs conclusions. J'aime beaucoup. Si je me souviens bien, à moi que je sois dans le champ, mais il me semble que c'est elle qui a fait aussi Niche, NISH, les romans jeunesse, qui sont vraiment cool. C'est une autrice vraiment à découvrir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Évidemment, vous avez vu que c'est le sujet qui m'a beaucoup happé. Le style était intéressant, mais comme je vous dis, il est assez utilitaire, mais je pense que c'est nécessaire de juste laisser la place tout simplement au sujet. C'est l'histoire de sa propre famille, donc je pense que... Mais cela dit, c'est très bien écrit parce que c'est fluide puis qu'on ne se rend pas compte. Finalement, on a vraiment l'impression qu'on nous raconte une histoire. On n'est pas... On s'accroche pas dans, justement, des virgules. On veut pas en faire nécessairement non plus un style ampoulé. Ça reste réel, ça reste authentique, ça reste palpable, ça reste concret, puis c'est ça qui est le plus dérangeant. Donc, sur ces bonnes paroles et ce 20 minutes de jasage, je vais vous laisser là-dessus et je reviens dès que j'ai potentiellement une nouvelle lecture entamée. J'ai aucune idée vers quoi je vais me diriger, mais bon, on s'en reparlera dès que je peux. Alors, ben voilà. À tout de suite pour vous. Et bonjour vous autres. Alors, on est le mercredi 24 juin, donc au Québec, ce jour de fête nationale, mieux connu sous son nom judéo-chrétien Saint-Jean-Baptiste. Mais bon, enfin, donc 24 juin, mercredi, c'est un férié national, donc on est en congé. Et je reviens d'une petite balade avec mon copain en scooter, d'où ma tête de casque, donc faites pas attention. C'est ce que j'ai de l'air après avoir porté un casque et j'ai fait le mieux que j'ai pu pour rattraper les choses avant de vous prendre, pas faire trop peur. Alors voilà, donc je vais faire un petit tour de scooter dans les environs. Je me suis beaucoup trop rempli la panse. Et ben, on revient à la maison parce que, ben voilà, il y a des parties de soccer cet après-midi, dont celle de l'équipe Canada. Donc c'est rare que j'écoute l'équipe Canada un 24 juin, puisque c'est la fête nationale québécoise, mais quand même, soyons supportants de ces athlètes là, qui vont quand même essayer de faire l'impossible contre la Suisse. Donc, voilà. Il y a ça. Et sinon, j'ai entamé une nouvelle lecture quand je suis allée ce matin courir. Parce que oui, je suis allée courir. Je maintiens mon essai de course malgré le fait que je suis encore en microbie. Parce que pour le moment, ça ne crée pas de déclin de plus. Donc, je fais juste y aller plus mollo. Je fais juste courir moins vite. Je prends la même durée, mais je cours moins vite. Donc, quand je suis allée courir, ça me prenait une nouvelle lecture. Et là, je me suis dit, est-ce que je fais un vlog concept ou pas? Puis j'avais peur que si je faisais un vlog concept, j'allais pas nécessairement être chanceuse pour la lecture d'après, parce qu'absolument, quand je force les lectures pour que ça rentre dans un concept, souvent, je suis moins... je tombe un peu moins dans les lectures qui vont répondre à certains critères qui font en sorte qu'absolument j'apprécie. C'est pas nécessairement des lectures dans le même genre, mais c'est plutôt leurs facettes ou leurs caractéristiques qui vont faire souvent que ça va accrocher avec moi. Fait que souvent, quand j'essaie de faire rentrer ça dans un vlog thématique, ça marche moyen. Mais là, je m'étais dit, c'est quand même le mois de l'histoire autochtone, comme je vous disais, au mois de juin. Puis j'avais un livre que ça fait depuis sa sortie que j'ai dans ma pièce à lire. Et c'est un livre... En fait, j'aimerais découvrir l'autrice, ça fait longtemps. Là, malheureusement, dans sa vie personnelle, elle s'est rendue ailleurs. Ça a eu un impact majeur sur sa vie. Pour la suite des choses, majeur et légal, mais mettons, on va prendre l'autrice pour cette fois-ci. Et je parle ici de Dan Dumont. Donc, j'ai entamé La course de rose de Dan Dumont.
qui est traduit de l'anglais parce que ça a été écrit originalement en anglais. Donc, le titre original, c'était Roses Run. Ça a été publié en français en septembre 2020, donc pendant la COVID. Je me souviens de l'avoir acheté, puis de me dire « Ah, je veux vraiment découvrir ce livre-là, il faut absolument que je le découvre. » Et finalement, je me suis jamais plongée parce que on dirait que la quatrième de couverture m'interpellait vraiment. J'avais super le goût de découvrir cette autrice-là, qui était donc une autrice issue des Premières Nations au Canada et non pas nécessairement au Québec. Puis j'aimais la quatrième de couverture, mais c'est quand même une bonne brique, là. Ça fait 500 pages quasiment. Puis on dirait qu'à chaque fois, ça m'a arrêté, alors que d'habitude, j'ai pas peur des briques. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que je me suis pas lancée dedans, mais bref, j'ai attendu. Et me voici donc avec cette lecture en cours dont je vais vous lire la quatrième de couverture. Après avoir perdu son emploi et son mari musicien, Rose Ocanaise, mère de 2 filles au caractère bien trempé, décide qu'il est temps de s'occuper d'elle-même et de remonter son estime de soi. Son idée de génie, courir le marathon annuel organisé dans sa réserve, et ce, malgré le fait qu'elle n'a pas enfilé de souliers de course depuis 20 ans, qu'elle fume comme une cheminée et que l'optimisme n'est pas sa plus grande qualité. Ce dont elle ne manque pas, en revanche, c'est de spontanéité, et bien qu'elle regrette au départ d'être engagée dans ce projet, elle se laisse peu à peu mener par son destin. Celui-ci placera sur son chemin un adversaire inattendu et on ne peut plus redoutable, un vieux démon bien connu de la communauté, avec lequel elle devra se battre pour conserver son indépendance d'esprit. C'est peu dire qu'en 2 temps, 3 mouvements, le chaos s'installe dans la réserve. Donc, un mélange de contemporain, vit dans une réserve, une réserve de Première Nation au Canada, réalité matrimoniale pas évidente, détermination à faire un changement dans sa vie, tout ça en parallèle avec, de ce que je comprends, une certaine mythologie, dans le fond, des Premières Nations, qui va être là. Donc, ça a l'air très humoristique quand on regardait. J'avais commencé les premières pages à l'époque. Je me souviens que le ton était assez humoristique, ça me tentait vraiment. Puis là, je me suis dit, vu que je maintiens la course malgré toutes les circonstances, je me disais que la course de Rose, ça pouvait être une bonne entrée en matière. Donc, à date, j'aime bien. Là, je l'ai en voie d'accompagnement parce qu'il n'y a aucun livre audio qui a été fait, même en version originale, pour les livres de Dans du Monde, sauf un qui est un recueil de nouvelles, qui est Perle de Rose, je pense. Perle de quelque chose. Bead Pearl en anglais, mais en français, je me souviens plus c'est quoi. Puis j'avais moins envie. Dans le fond, j'avais celui-là à la maison. J'avais aussi On pleure pas au bingo. Mais bon, je m'étais dit que je vais commencer par le premier, celui que je l'ai découvert depuis super longtemps. Donc, me voici au cœur de l'univers de Dans du Monde. Je vais vous tenir au courant. Donc, jusqu'à maintenant, je vais vous offrir une semaine. Donc, je lis autochtone, tout ça pour ça. Parce que dans le fond, j'étais sur une lancée. Puis je me suis dit, pourquoi pas. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser poursuivre votre vlog dans quelques instants. Puis moi, je vais poursuivre ma journée. Je vous reprends dès que c'est possible. Bonjour vous autres. Alors, on est le jeudi 25 juin, fin de journée. J'ai passé ma journée à travailler en librairie. Je vous ai mis ma petite face qui travaillait, mais je ne l'ai pas trop m'imposer dans la salle de nouveautés. Je suis complètement crevée, mais j'ai encore des engagements pour ce soir, donc je vous attrape entre les deux. Parce que finalement, j'ai complètement dévoré, et en lecture d'accompagnement d'ailleurs, mais bon, c'était trop prenant. J'avais même pas eu le temps de me poser pour le lire en livre réel, mais donc j'ai terminé la lecture, l'écoute dans ce cas-ci, de La course de Rose de Dan Dumont.
publié chez Anonorak. Et mon Dieu, c'était vraiment prenant. Je ne m'attendais pas à ça. Et je vais avoir de la difficulté à vous en parler beaucoup parce que je pense qu'il y a une partie du plaisir de ce roman-là, c'est que c'est un roman quand même hybride de différentes façons. Et on commence le roman avec certaines attentes. Ça nous laisse entreapercevoir un espèce de schéma un peu narratif. Comme je vous dis, ça tourne autour de Rose, finalement, qui essaie de se dépêtrer d'une situation vraiment moche dans sa vie personnelle, puis qui se retrouve un peu par la force des choses comme inscrite à un marathon alors qu'elle fume comme une cheminée, puis qu'elle n'a pas le temps, puis elle vient de perdre son emploi, mais il y a certaines circonstances qui font qu'elle a comme un peu dit à des gens qu'elle allait, s'inscrire au marathon, puis ben elle n'a pas trop le choix de tenir sa parole parce que ça pourrait un peu faire ébranler son édifice de demi-vérité, disons, qui lui permet au cours de l'histoire d'avancer un peu plus. Rapidement, par contre, l'histoire va se diriger vers une toute autre avenue. Donc, va se mêler à ça un rythme et une structure qui va tenir du thriller d'horreur. Non, thriller. Histoire de peur, légende fantastique, mythologie des Premières Nations. Et si j'ai bien compris, c'est une réserve qui est située en Saskatchewan. Je ne sais pas quelle est la nation qui est mentionnée, parce que c'est pas spécifié, mais c'est une réserve des Premières Nations qui est en Saskatchewan, au Canada. Donc, voilà, ça va bifurquer. Il va même avoir un certain aura de féminisme, lutte contre le patriarcat et tout ça qui va arriver. Puis, ben, c'est ça. Je vous dirai pas quand, je vous dirai pas de quelle façon ni à quel niveau, mais tout ça va se mêler. Ça donne donc une espèce de roman qui a une richesse assez infinie, qui est un peu étourdissant des fois parce que je vous dirais qu'il y a peut-être eu un moment quand même où j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu une longueur, mais c'est peut-être juste parce que il y avait tellement large à embrasser dans ce roman-là qu'à un moment donné, on dirait qu'on a comme voulu mettre de l'avant un petit peu plus la partie qui était mythologie des Premières Nations ou spiritualité des Premières Nations. Puis c'est super intéressant, mais comme on était déjà rendu dans un rythme qui était un peu différent de celui du début, qui apparaissait plus comme je dirais un roman contemporain ou à la limite un roman de changement de vie, feel good, je commence à prendre soin de moi, mettons. Mais avec une héroïne qui décidément n'a pas de chance. Ça me faisait presque penser, pendant le premier tiers, on dirait qu'on est dans un Bridget Jones qui se passe dans une réserve de Premières Nations. À la limite, là, c'est rocambolesque, dans le sens où ça peut vraiment arriver. Puis Rose est pas chanceuse. Elle fait pas toujours les bons choix. Puis, Colin, qu'on a envie de la prendre dans nos bras puis faire juste comme Seigneur, ça va aller, lâche pas. Il y a beaucoup d'humour dans la plume d'Anne Dumont. De l'humour, de l'autodérision, mais bienveillante. Ça joue avec potentiellement les préjugés des Allochtones aussi. Puis en même temps, je pense que ça met de l'avant quand même avec un regard de l'intérieur, puisque si j'ai bien compris, à moins que j'ai mal compris, mais c'est quelqu'un qui a quand même habité dans une réserve des Premières Nations, dans Dumont. Donc, elle amène un regard quand même bienveillant, fort, mais avec des petits clins d'œil un peu taquins par rapport à certaines réalités quand même qui sont particulières. Il y est aussi question d'addiction, de relations toxiques, de maternité de maternité qui arrive très jeune dans la vie, de rôle un peu imposé par la société. Je sais pas quoi vous dire à part découvrir cette autrice-là. Je sais pas si c'est le meilleur livre pour la découvrir. Moi, c'est le premier que j'ai lu puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En plus, je pense, si j'ai bien compris, que c'est vraiment le premier roman qu'elle a écrit. Donc, a priori, même si peut-être que tout ce que j'ai pu trouver, peut-être, c'est qu'à quel moment il y a quelques petites longueurs. Puis c'est vraiment, on dirait que c'est plus comme, peut-être que ça n'a pas été resserré autant que ça aurait pu. Mais en même temps, c'était tellement riche qu'il y a des moments où je me suis dit, j'aurais aimé ça en savoir plus. En même temps, c'est une gigabrique, c'est presque 500 pages. Donc, en fait, ça m'a juste plu. C'est vraiment intéressant. Puis je pense que je vais quand même, tant mieux. J'avais comme une intuition que ça allait me plaire, qu'il allait avoir une espèce de petite connivence avec cette autrice-là.
Je vais sans doute lire ses autres livres éventuellement. J'avais déjà On pleure pas au bingo. Puis je me doute un peu d'où ça s'en va, parce qu'il y a quand même une partie qui a rapport avec le bingo dans celui-là aussi. Ben c'est ça. En même temps, par la bande, ça va quand même aborder plusieurs réalités qui sont tristement des classiques dans beaucoup de réserves des Premières Nations et qui, comme dans l'autre roman dont je vous ai parlé, sont pas étrangères au traitement que le Canada a fait, en fait, a fait subir aux Premières Nations, puis selon divers aspects, et en plus en les enfermant dans des réserves, donc en dénaturant complètement leur façon d'approcher la vie puis leur culture. Donc, tout ça est là, mais là, c'est vraiment une approche qui est différente, puis ça bascule vers un changement de genre. C'est vraiment insaisissable, c'est excellent, c'est vraiment prenant, là, j'ai pas été capable de le lâcher. Donc voilà, donc lecture, ma foi, surprenante. Très heureuse d'avoir découvert cette plume-là. Et en m'en revenant, comme j'ai terminé finalement plus rapidement que prévu la course de rose, je me suis permis de faire un petit écart sur les autrices issues des Premières Nations. Parce qu'il y a un nouveau roman dans la collection Cours toujours de chez Nathan, dont je vous parle assez régulièrement, qui me laisse habituellement, vous le savez, toujours un peu sur ma faim, parce que le format est fait finalement pour que ce soit court, évidemment. Et c'est un format, je crois quand même, qui se veut un format amuse-gueule, entre guillemets, donc qui se veut un format qui stimule l'intérêt, puis souvent qui propose des fins ouvertes. C'est le cas dans celui-ci aussi. Et c'est le roman qui s'appelle Dans mes veines d'Aurélie C. Moulin. Il me semble qu'elle a écrit un autre roman chez Courtaujour. Je vérifierai, puis au pire, je vais vous mettre la vignette. Et c'est assez glaçant, je vous dirais. On est complètement dans un autre milieu que ce dont je vous parlais dans les 2 derniers romans. Mais dans le fond, on va retrouver une jeune femme qui est une jeune universitaire qui se réveille un matin à l'hôpital, vraiment dans les vapes. Et on vient la voir, puis on lui dit, écoutez, est-ce que ça va? Est-ce que vous souvenez de quelque chose? Parce qu'on vous a trouvé comme à côté de l'hôpital, puis c'était complètement dans les vapes. Puis on vient de réaliser en fait que vous avez été drogué. Puis bon, on aimerait ça savoir si vous vous souvenez un peu de ce qui s'est passé la veille, parce qu'on n'a pas vraiment d'idée. Puis on veut vraiment savoir qu'est-ce qui vous a drogué exactement. Donc, voilà. Donc, déjà en partant, c'est un peu inquiétant pour la fameuse jeune fille. Et en plus, très rapidement, une fois qu'elle va avoir un peu repris ses esprits, répondu à quelques questions, puis se rendre compte de la béance de sa mémoire par rapport à ce qui s'est passé la veille, cette jeune femme-là va retrouver son téléphone et va voir que elle a reçu des appels, entre autres un appel qui dit sors de l'hôpital absolument. Si tu veux revoir ta coloc qui s'appelle Maddy, si tu veux la revoir, sors de cette chambre-là absolument. Puis éventuellement, ils finissent par dire et rapporte-nous qu'est-ce que tu sais qui nous appartient à 18h à tel endroit, sinon tu ne reverras plus jamais ta coloc. Donc, c'est ce qui se passe. Ça réveille un peu rough après un réveil à l'hôpital. Donc, elle va se sauver de l'hôpital. Heureusement pour elle, il ne semble pas qu'il y ait eu d'agression sexuelle dans son cas alors qu'elle était droguée. Cela dit, elle a quand même, c'est inquiétant pour elle parce qu'elle n'a aucune idée qu'est-ce qui s'est passé dans sa soirée. Et bien finalement, cette jeune femme, plutôt que de juste attendre impatiemment l'arrivée de l'heure où essayer de déposer ce qu'elle ne sait pas vraiment qu'ils ont besoin, il faut qu'elle trouve aussi une façon d'identifier ce dont ils ont besoin en tant que tel. Il va falloir que... donc, elle aurait eu intérêt à rester un peu tranquille. Mais finalement, elle va décider d'essayer de retracer ses pas et d'essayer d'identifier qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça qu'on va suivre. C'est vraiment un principe thriller domestique quasiment, en très peu de pages. C'est très efficace. Ça laisse sur une fin ouverte, mais c'est pas une fin ouverte. C'est une fin ouverte qui est acceptable. C'est une fin ouverte. On a fait un chemin complet quand même. Il n'y a juste pas une résolution comme on pourrait s'attendre. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'il y ait ce type de résolution-là? Je ne le sais pas. Mais la fin est ouverte. Celui-là, j'ai trouvé vraiment, comparé, disons, au plus récent roman que j'ai lu de cette collection-là, que l'autrice a vraiment travaillé en fonction du format qui était demandé. Donc,
on sent que on n'a pas l'impression qu'il nous manque des informations. On n'a pas l'impression que l'autrice manque de temps. On n'a pas l'impression... Donc, c'est vraiment... Quand elle a accepté la proposition de travail, ben, elle était comme prête pour ça, là. Ou en tout cas, avec l'éditeur, ils ont travaillé pour que ça fonctionne. Mais c'est ce qui fait que je trouve que c'est super bien construit. Le rythme est stable. Haletant et stable, dans le sens, je veux dire, haletant, mais de façon constante, je veux dire, pas stable. Ça se tient. Bon, c'est sûr qu'il faut que ça se résolve, entre guillemets, cette espèce de quête-là en si peu de temps, en si peu de pages. Ben, c'est sûr qu'il y a quand même des addons, entre guillemets, là, que si on avait un roman plus long, ça serait sans doute, ça arriverait un petit peu moins rapidement, mais c'est des addons qui sont un peu tirés par les cheveux, mais qui se peuvent. Donc, a priori, on n'est pas non plus choqué parce que ces choses-là arrivent. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça amène quand même un sujet assez important. Entre autres, le principe, bon, évidemment, quelqu'un qui s'en va en soirée puis qui revient drogué. Mais il y a un autre sous-sujet qui est là, qui est en lien avec les drogues, dont je ne vous parlerai pas parce que sinon je vais divulgacher. Ainsi que beaucoup de... Vraiment une quête de sens, de réalité qui s'est passée là, qui pourrait arriver à tout le monde d'avoir à essayer malheureusement là, de retracer ses pas, une grande peur de se dire est-ce que j'ai fait quelque chose de terrible pendant ce moment-là? Est-ce que quelqu'un m'a fait quelque chose de terrible à moi? Est-ce que moi j'ai fait quelque chose de terrible à quelqu'un d'autre? Donc c'est assez troublant. Donc celui-là, j'ai trouvé assez satisfaisant. Vraiment, si jamais vous voulez essayer cette collection-là, je vous inviterai à le faire. En fait, je vous dirais que c'est la meilleure option pour vous. Je pense que ce serait vraiment décidément d'aborder certains des titres qui sont les mieux ficelés. Puis ça fait partie des titres qui sont vraiment bien ficelés. Donc, voilà. Je vais devoir arrêter la vidéo ici parce que je dois poursuivre mes engagements. Mais donc, voilà, 2 recensions pour le prix d'une, c'est-à-dire gratuit. Puis je vous reprends. Je ne sais pas si je vais clore le vlog ici ou si je vous reprends pour faire une autre lecture. Aucune idée. On est quand même rendu jeudi. Je sais pas trop. Au pire, je vous reprends je vous reprends pour clore le vlog. Mais sinon, coudonc. On va se revoir peut-être pour une autre petite lecture demain. On verra. Seule la nuit va me porter conseil. Puis vous le saurez dans quelques instants. Alors, à tout de suite. Hey, bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi 26 juin et je vous prends en mode studio mobile repas. Et je vous prends parce que j'ai finalement décidé de faire une mini-lecture et j'ai décidé de lire ce livre, donc Le jour de ma mort de Washteskun. C'est publié chez Anna Norak dans la collection Solstice. Une collection qui propose des courts textes de différents genres, tous écrits par des auteurs-autrices issus des Premières Nations. Et je lis la 4e de couverture pour celui-ci. Le 21 juin 2000, un cataclysme frappe le monde. À la même date, Mallory Fontaine inscrit dans son agenda le jour de ma mort. 6 mois plus tard, pendant qu'il tente de survivre à la fin du monde, un jeune garçon trouve l'agenda de Mallory toujours ouvert sur la page du 21 juin 2000, avec les dernières notes de la jeune femme. Y a-t-il un lien entre la mort de Mallory et celle de l'univers? Alors, donc, écoutez, ce qui est arrivé, c'est que ce livre-là, je voulais absolument le lire ce matin, puis j'avais des trucs à faire. Donc, je l'ai écouté en lecture d'accompagnement parce que j'ai testé, puis ça me semblait approprié. Écoutez, j'ai été vraiment prise par surprise. J'ai adoré l'écriture, adoré les prémices. On est vraiment en alternance. On va suivre la fameuse Mallory, donc 6 mois avant l'apocalypse. Et une garçon qui s'appelle Noël, qui, en fait, on le voit après que l'apocalypse un peu s'est déroulé. Il passe de groupe de survie en groupe de survie. Éventuellement, on va apprendre un peu plus quels ont été les derniers jours de cette fameuse Mallory. Mallory, on va découvrir son existence par le biais de Noël qui va se réfugier dans son bureau
un bureau qui est abandonné, bien sûr, et qui va voir, entre autres, un carnet, en fait, le nom sur le bureau, qui est Mallory Fontaine, et un carnet qui a l'air d'être son carnet un peu de bar et tout ça. Donc, on va la découvrir par ce biais-là et éventuellement, ensuite, on va remonter dans le temps puis voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est super intéressant. J'en aurais pris 1000 fois plus. Donc, je dis pas que Washtesco n'a pas travaillé en fonction du format demandé, parce que ça fonctionne très bien. C'est vraiment une nouvelle, en fait, là. Mais j'aurais aimé savoir un roman long. Alors, je sais pas si Washtesco écoute ça, mais si c'est le cas, si jamais la version un peu plus longue existe, je serais super intéressée. Parce que dans le fond, on prend vraiment le jeune Noël à un point T et on retrouve, on sème des pistes sur qu'est-ce qui a potentiellement pu faire basculer l'univers dans cette espèce d'état-là. On interroge le lecteur en même temps sur est-ce que, bien que ce soit une giga catastrophe, que plein de gens ont perdu la vie, que c'est pas super facile, mais est-ce que finalement le fait qu'il y ait eu cet apocalypse-là, c'était pas particulier, c'était peut-être pas finalement la fin qui justifiait les moyens en regard de comment l'humain s'occupait du monde. Donc, bien qu'il y ait vraiment un message clair qui soit là, on laisse vraiment le lecteur déterminer qu'est-ce qu'il en comprend, comment il voit les choses, comment ça va se poursuivre. Puis c'est vraiment comme on dirait un instantané de ce moment-là dans la vie de Noël avec des références à ce qui s'est passé il y a 6 mois. Puis ça dure pas très longtemps, mais j'aurais tellement aimé ça que ça dure plus longtemps. Donc, juste pour ça, c'est peut-être pas un coup de cœur, mais pas parce que c'est mal fait, pas du tout. C'est pas maladroit. C'est super bien bouclé, ça va. Mais je pense qu'avec de telles prémices, j'aurais pris au moins, disons, une short story, mais un peu plus longue. Une novella, mettons. Mettons une novella. On peut s'entendre peut-être. Parce que trop bon. Donc, si jamais vous voulez découvrir La Plume de Washtesco, c'est, je crois, une bonne façon. Après, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que c'est un roman de genre. Donc, on est vraiment dans la science-fiction dystopie. Et oui, c'est un auteur issu des Premières Nations, mais on n'y fait pas référence à la vie des gens des Premières Nations. Peut-être un peu plus, peut-être globalement, il y a à la façon, peut-être plus la spiritualité ou la façon de concevoir l'interdépendance des humains envers la mère, la terre-mère, même si c'est pas mentionné comme ça. Mais sinon, c'est pas ça qui est le sujet principal. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir eu 2 romans qui étaient écrits par des personnes issues des Premières Nations et un autre roman qui abordait directement, en fait, la vie des Premières Nations au Canada dans un contexte particulier, en réserve, avec tout ce qui s'est passé d'affreux dans le dernier siècle. Et celui-ci, qui est, oui, une plume des Premières Nations, mais qui ne parle pas nécessairement de son histoire dans celui-là, qui nous propose tout simplement une nouvelle de genre. Donc, comme quoi, on n'est pas obligé d'être enfermé nécessairement parce qu'on est un auteur issu des Premières Nations. Est-ce qu'il faut seulement écrire sur les Premières Nations? C'est une question qui était très bien posée je me souviens plus du titre, mais je vais le mettre. Une référence ici. Il me semble que c'était Valérie quelque chose. Je vais vous mettre la couverture, mais ça posait justement la question de est-ce que, en tant que personne issue des Premières Nations et écrivain ou écrivaine, je porte disons, l'opportunité, la chance, mais aussi le poids et le devoir de raconter les Premières Nations comme on a effacé les Premières Nations de l'histoire. Donc, est-ce que je suis obligée, en quelque sorte, pour être solidaire, de donner la voix aux Premières Nations directement par le biais de ma plume, ou est-ce que je peux écrire tout simplement, puis est-ce que le fait que je sois issue des Premières Nations, ça ne va pas nécessairement définir la nature de mon écriture? C'était super bien, c'était vraiment bien intéressant aussi, cette petite nouvelle-là, donc je vais vous la mettre si jamais vous voulez le découvrir en concomitance, même si ça n'a pas nécessairement un lien, mais c'est un lien parce que justement, j'ai trouvé que cette fois-ci, on sort en effet de ce qui est la vie des Premières Nations, mais bien, on est dans un moment apocalyptique inoubliable, je vous dirais.
Donc, excellente lecture, très contente. Donc, ainsi va se terminer le vlog. Ainsi va se terminer ma fameuse semaine un peu de en juin, je lis autochtone, avec ma petite exception là, pour ma lecture d'hier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais vous avez lu des auteuristes dont j'ai parlé dans le vlog, ou si vous suggériez d'autres titres des mêmes auteuristes, ou des titres qui pourraient avoir un certain lien et qui seraient intéressants pour moi de découvrir. Ça va me faire plaisir, évidemment, d'échanger avec vous en commentaire. J'espère, comme d'habitude, que vous avez toujours une super lecture sur le coude. Puis nous, on se dit à la prochaine.